Les réunions dans les états-majors de partis politiques ont marqué la semaine. Autre débat qui cristallise l'attention, c'est celui de l'interprétation de l'article 64 de la Constitution. Le procureur général de la République met en garde contre ceux qui veulent surcharger les esprits et pendant ces temps, des ONG crient aux violations des libertés fondamentales. Enfin, nous parlerons aussi dans ce journal de la campagne Pas d'école sans arbre, campagne lancée samedi lors de la célébration en RDC de la Journée nationale de l'arbre. Je vous signale qu'avec un invité dans ce journal, nous décrypterons les faits marquants de la semaine. Merci donc de nous rejoindre. Le dialogue, oui, le dialogue national est encore et toujours au cœur des discussions et débats dans tous les états-majors de partis politiques. Réagissant en début de semaine sur le message à la nation du chef de l'État, l'UDPS a, dans un communiqué signé depuis Bruxelles, fait savoir qu'elle ne participera pas au dialogue tel qu'annoncé par le président de la République, une décision qui a surpris plus d'un. Suivez. Ce communiqué de l'UDPS publié depuis Bruxelles tombe comme un coup de tonnerre. Le parti d'Étienne Tshisekedi dit rejeter le dialogue tel qu'annoncé par le président de la République lors de son message le 28 novembre 2015. Cette principale formation politique de l'opposition relève dans son document 9 points qu'elle qualifie des failles dans la communication du chef de l'État. D'après l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'origine de l'initiative du dialogue voie royale de résolution de la crise politique en RDC, c'est Étienne Tshisekedi. C'est à peu près ce que faisait remarquer un jour avant le secrétaire exécutif en charge des relations extérieures de l'UDPS. Donc il a dit ce qu'on savait déjà, il voulait le dialogue. Ce qui est le plus grave dans ces déclarations, c'est qu'il prend une dérive dangereuse en parlant d'un mode de scrutin qu'il faut refaire ou en évoquant de manière subtile comme ça le recensement. Donc ça c'est tout à fait dangereux, nous disons non à cela. Dans le même communiqué, l'UDPS rappelle des objectifs recherchés lors de ces forums, notamment l'élaboration d'un calendrier électoral réaliste et consensuel qui tient compte des délais constitutionnels. Une position qui, d'après de nombreux analystes, passe pour un coup dur au dialogue politique national annoncé par le président de la République et dont le comité préparatoire sera bientôt constitué. À la majorité présidentielle, cette position du parti d'Étienne Tshisekedi semble n'avoir pas ébranlé ses cadres. Lors d'une conférence de presse dans la semaine, le porte-parole de cette plateforme a fait remarquer que l'UDPS n'avait jamais décliné sa participation au dialogue national. André-Alain Atundou est le porte-parole de la majorité présidentielle. Le dialogue national inclusif reste le souhait le plus ardent pour une paix durable et le développement de la RDC. Un forum de grands enjeux qui gagne l'actualité politique nationale. Ce vendredi, le porte-parole de la majorité présidentielle André Atundou a tenu un point de presse au cours duquel il a fait une mise au point par rapport à la participation de l'UDPS à ce forum national. Vous avez entendu les références des acteurs politiques de la majorité et qui a suivi hier les déclarations sur les télévisions locales de M. Félix Tshisekedi aboutit à la conclusion que les ponts ne sont pas rompus. Le moment aujourd'hui est à la conciliation, à la cohésion, en vue de réfléchir pour l'amour de notre peuple sur les conditions dans lesquelles nous allons atteindre les échéances électorales et comment éviter les écueils éventuellement. Pour la famille politique du chef de l'État, la Constitution sera respectée par tous. Augmenter le nombre de centres de vote ou les diminuer, etc. Voilà les questions pratiques auxquelles le président a fait allusion. Nulle part, il n'a été question de changer le mode de scrutin. Nulle part, évidemment, il n'a été question de changer la Constitution aujourd'hui et à ce stade. Le président de la République a fixé un agenda du dialogue, à savoir le nettoyage du fichier électoral, la sécurisation et le financement insuffisant des élections.
Autre réaction, c'est celle du porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, a exprimé ses inquiétudes quant aux signaux qu'il qualifie de contradictoires au sein de l'UDPS. Le ministre de la Communication et des Médias, lors de sa communication à la presse, passait en revue d'autres questions d'actualité. Le chef de l'État a annoncé la tenue prochaine du dialogue national. Du coup, la classe politique réagit. L'opposition, majorité, société civile, les uns se préparent déjà pour cette rencontre. Les autres sont clairs, ils ne seront pas partie prenante. Et ce mercredi, le porte-parole du gouvernement congolais a réagi face à cette multitude de réactions. Contrairement à l'image alarmiste que quelques-uns s'amusent à répandre dans les médias, comme pour terroriser les Congolais, la République démocratique du Congo n'est pas en crise. C'est la première chose qu'il faut dire. Le pays est gouverné, le pays est tenu. Il est gouverné avec bien sûr des défis sécuritaires, des défis d'ordre public, qui ne sont pas différents de ceux auxquels font face d'autres États de par le monde. L'UDPS ne sera pas partie prenante au dialogue national. C'est la dernière réaction à chaud. Lambert Mende est clair, le chef de l'État a la latitude de convoquer de telles assises. C'est Joseph Kabila Kabange. C'est lui et lui seul qui, conformément aux prérogatives que lui confère la Constitution de ce pays, est habilité à prendre des initiatives visant à assurer le fonctionnement harmonieux des institutions au mieux des intérêts nationaux. C'est dans ce contexte qu'il faut inscrire la convocation d'un dialogue politique destiné précisément à préparer le passage harmonieux à la 3e mandature présidentielle d'après Sun City. Autre réaction du ministre Mende Omalanga au dernier message de la Conférence épiscopale nationale du Congo sur le respect de la Constitution. Un message contradictoire selon les porte-parole du gouvernement. Il est permis à tout citoyen de ce pays de poser la question de la conformité à la Constitution ou à la loi d'une initiative prise par l'exécutif. Mais décréter de manière aussi péremptoire le caractère non conforme au texte d'une mesure du gouvernement, comme l'ont fait les signataires de la déclaration de la CENCO, c'est ignorer qu'en droit congolais, seule la Cour constitutionnelle est habilitée à déclarer une action conforme ou non conforme à la Constitution. Agir autrement, comme ils l'ont fait, c'est vouloir plonger notre pays dans l'arbitraire et dans l'anarchie. Pour finir, le ministre de la Communication et des Médias a fustigé les comportements de certains systèmes des Nations Unies qui favorisent l'expertise de la main-d'œuvre internationale en matière de ressources humaines. Nous allons tout de suite commenter ces faits d'actualité avec notre invité juste après cette transition. Moulangala, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Guina. Vous êtes président de l'Union pour la majorité républicaine, UMR, un parti de l'opposition. Tout à fait, c'est bien cela. Première question, avez-vous été surpris par le communiqué de l'UDPS en début de semaine? L'UDPS est constante dans ses prises de position. Notre parti avait par ailleurs répondu à l'appel au rassemblement lancé par le président Tshisekedi et nous étions prêts avec eux à voir de quelle manière contribuer de la meilleure façon possible pour la tenue d'un bon dialogue. Dans notre entendement, ce dialogue n'est pas qu'une histoire congolaise, je ne pense pas. Un accord cadre a été signé à Addis Abeba et par la suite, des résolutions ont été prises d'application de cet accord. Donc, partant de là, la demande d'avoir une facilitation n'est pas inutile et tout à fait justifiée. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les difficultés qu'on semble voir pour tenir le dialogue, nous sommes d'avis, et nous l'avons dit, que le facilitateur soit nommé, qu'il puisse venir au pays, rencontrer les différentes parties prenantes et essayer de rapprocher les vues. Parce que pour nous, il faut le dire et le rappeler,
Nous voulons un compromis politique historique. Dans quel sens? S'il vous plaît, avant d'en arriver, vous parlez de facilitation. Oui. Est-ce que ce débat n'est plus un débat dépassé puisque le chef de l'État est d'accord pour une facilitation étrangère? Mais nous demandons qu'on le nomme, nous disons qu'on le nomme, un point trait, et qu'il vienne faire son travail, qui est de rapprocher des points de vue entre les uns et les autres. Voilà notre demande. Donc nous sommes d'accord qu'il faut qu'il y ait un facilitateur. Maintenant, nous disons à la MONUSCO, au Conseil de sécurité, au secrétaire général Ban Ki-moon, nommer le facilitateur et que nous avancions. Voilà notre requête aujourd'hui. C'est ça que nous attendons de la part des Nations Unies. Où vous situez? Vous êtes anti-dialogue ou pro-dialogue? Je suis pour des élections crédibles et apaisées. Élections obtenues et réalisées après un consensus politique. Je suis pour le respect de la Constitution. Je suis pour le respect des délais constitutionnels. Je suis pour le transfert de pouvoir en décembre 2016. Vous n'avez pas Ma position est claire. Vous n'avez pas répondu. Nous allons au dialogue chercher une solution pour que tout cela puisse se réaliser. Sinon, le dialogue n'a pas de sens. C'est clair, nous voulons... Vous allez prendre part au dialogue, c'est clair. Mais, je rappelle, nous ne voulons pas d'un dialogue qui débouche sur un glissement, sur un troisième mandat, ni sur la modification de la loi électorale. Voilà ce que nous disons. À partir de là, je dois aussi rappeler que nous insistons, je le répète, pour qu'une fois dans ce pays, le transfert de pouvoir se fasse dans des conditions normales. Les coups d'État, on n'en veut plus. Les rébellions, nous les refusons. Nous allons en arriver. Les assassinats, nous sommes contre. Aujourd'hui, nous disons de manière très claire, il faut que dans les délais qui sont prévus, celle ou celui que le peuple aura choisi prenne ses fonctions. Et pour nous, c'est en décembre 2016. Alors là, vous êtes pour le dialogue, vous l'avez dit. Est-ce que dialogue vous pensez... à des conditions bien précises. Hein? Bien entendu. Est-ce que vous pensez que la position actuelle de l'UDPS gèle les démarrages du dialogue? Je crois que l'UDPS a fait référence à une facilitation. Vous-même, vous l'avez dit, cette question avait déjà été évoquée et épuisée. Moi, je dis qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp des Nations Unies, qui doivent désigner la personne idoine, qui doit venir ici faire son travail. Quant au reste, vous aurez constaté, que ce soit l'UDPS, que ce soit les forces vives, les partis d'opposition, nous sommes d'accord sur les principes de base. Donc maintenant, c'est dans la mise en œuvre qu'il semble y avoir des difficultés, mais sur les principes de base, nous sommes d'accord, et ces principes, je peux les rappeler si vous voulez. Nous allons en arriver. D'accord. Alors, on va poursuivre, on vous garde sur ce plateau, on va poursuivre avec ce journal, toujours en rapport avec le dialogue. Une sorte de front commun regroupant 5 leaders de l'opposition s'est constitué. Azarias Rouberois du RCD, Zaidi Ngoma de Force du Futur, Steve Mikaï de l'opposition nationaliste, Mouchi Bonane de l'opposition patriotique et républicaine, et enfin Justin Bitakwira de l'opposition citoyenne ont appelé le week-end leur père de l'opposition à rejoindre le pro-dialogue pour, disent-ils, sauver le processus électoral. Suivant ce reportage d'Alain Boma. Ils sont au total 5, ces leaders de l'opposition favorables au dialogue politique national convoqué par le chef de l'État. Azarias Rouberois, président du RCD, Justin Bitakwira, Arthur Zaidi Ngoma des Forces du Futur, ainsi que Mouchi Bonane de l'opposition patriotique et républicaine. Ces porte-voix n'ont pas voulu manquer ces débats autour du dialogue politique à travers une rencontre avec la presse. Ils ont tenu à justifier leur position concernant ce forum. Pour eux, se lancer des messages en se tournant le dos est moins bénéfique. Mieux vaut la force à face quand on veut résoudre des problèmes majeurs. Une position matérialisée à travers une déclaration. Le dialogue est la vertu démocratique dont le pays a besoin pour le moment en vue d'éviter une crise majeure. L'histoire politique de notre pays renseigne que toutes les crises majeures qui l'ont secoué ont été résolues par voie de dialogue. Le dialogue ne consiste pas à avaliser à l'avance le point de vue des autres partis, mais constitue une opportunité d'échange entre partenaires politiques dans le respect de la Constitution. L'opposition, dans sa diversité, est une force à capitaliser pour sauver les processus électoraux en établissant un calendrier électoral réaliste. L'engagement du secrétaire général des Nations Unies dans la facilitation du dialogue politique au Congo
est un encouragement au peuple congolais sur la voie de la démocratie. Selon eux, la participation de la majorité de l'opposition dans son ensemble, ainsi que de la société civile, va contribuer à garantir davantage la réussite du dialogue, prévenir des crises politiques et assurer l'avenir meilleur au peuple congolais. D'où cet appel aux opposants résistants au dialogue de prendre le navire. Monsieur Médard Moulangala, tout de suite votre commentaire. Je crois que je n'ai pas entendu le communiqué dans son entièreté, mais j'aurais souhaité entendre dans ce communiqué une référence à la Constitution, au respect des délais et à ce que nous puissions, pour une fois dans ce pays, avoir un transfert de pouvoir apaisé. Mais vous constatez que tout le monde partage l'idée que nous devons absolument avoir de bonnes élections, des élections crédibles. Ceux qui souhaitent aller à la tripartite, je crois que politiquement, ils n'ont pas raison. Aujourd'hui, la CENI n'a pas la capacité politique, n'a pas le pouvoir politique, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence que pour sauver le processus électoral, il faut qu'il y ait une décision politique. Il faut qu'il y ait un compromis politique historique, je répète. Et le cadre idéal, c'est le dialogue. D'habitude, on ne signe pas de compromis sans se rencontrer. Et je crois que lorsqu'il y a des difficultés, je le répète encore, la facilitation est la bienvenue. Et nous attendons qu'elle puisse venir pour rapprocher les points de vue des uns et des autres. Mais vous avez vu que, d'une part, nous disons que nous allons au dialogue avec des conditions, avec des préalables sur certaines choses intangibles. Dans le communiqué des amis que vous venez de publier, à moins que je n'ai mal entendu, je n'ai pas suivi cela. Peut-être que c'est un oubli, je n'en sais rien, mais pour nous, il est évident qu'il y a des questions auxquelles nous estimons qu'on ne puisse pas toucher, notamment le glissement, notamment le troisième mandat, notamment le fait qu'on puisse refuser pour une fois à ce peuple de faire des élections crédibles, apaisées, pour, et je le répète, qu'en décembre 2016, nous ayons un transfert de pouvoir crédible et apaisé. Il y a au moins un dénominateur commun entre vous et ceux qu'on vient de voir tout de suite, c'est le souci d'aller au dialogue. Alors dites-nous, quel message comptez-vous faire passer lors de ces forums? Je vais me répéter. Je rappelle que nous voulons le compromis politique historique. C'est quoi le compromis politique historique? Vous vous attendez à un gouvernement d'union nationale? Non, le gouvernement n'est pas indispensable, ils peuvent continuer. Pour une fois dans ce pays, nous demandons ceci. Le transfert de pouvoir au sommet de l'État dans des bonnes conditions. Nous avons eu un coup d'État en 1965, une rébellion en 1997, un chef d'État assassiné en 2001. Nous n'avons pas besoin d'avoir maintenant des complications. Il faudrait que pour une fois, au Congo, on arrive à faire des élections dans de bonnes conditions et que celle ou celui que le peuple aura choisi puisse, le 20 décembre 2016, entrer dans son fonction. C'est ça que moi j'appelle le compromis politique historique. Et les facteurs temps n'est pas à notre désavantage? Vous pensiez à quoi? Nous sommes à moins d'une année des élections. Je vous signale qu'on a fait l'enrôlement de 32 millions d'électeurs en combien de temps? En 3 mois, rappelez-vous. Je vous signale qu'en 1984, on a fait le référendum en 15 jours. Donc je pense que sur le plan technique, les données sont là. Si la volonté politique peut suivre, je pense qu'il n'y aura pas de difficultés et que l'enrôlement des jeunes majeurs notamment ne devrait pas prendre plus de temps que nécessaire. Donc je suis confiant que si on s'y prend assez tôt avec la volonté de réussir, avec la volonté de donner priorité à certaines élections, comme d'ailleurs la résolution 2211 l'a recommandé, je crois qu'à ce moment-là, nous n'aurons pas de difficultés à ce que nous arrivions dans les délais prévus à avoir de bonnes élections. Mais il faut dire que nous devons fustiger ce qu'on a constaté depuis plusieurs mois. Des tentatives répétées de modifier les textes. La loi électorale d'abord. Vous êtes ready? Je les rappelle, la loi électorale d'abord. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a constaté? La précipitation pour mettre, comment dirais-je, les commissaires spéciaux en place, après un débat juridique très justifié par ailleurs. Et nous voulons que cette fois-ci, nous le répétons, le dialogue est nécessaire pour chercher le consensus politique afin que pour une fois,
il y ait le compromis politique historique qui va sauver notre pays. Monsieur Moulangala, voilà pourquoi nous voulons aller au dialogue. On vous garde encore, vous allez répondre sur une question. Et on va poursuivre avec ce journal, et c'est sur ces entrefaites que le procureur général de la République a lancé une mise en garde contre ceux qui, se basant sur l'article 64 de la Constitution, appelleraient la population à un soulèvement. Flory Kabanguenoumbi parle d'une interprétation biaisée de ces dispositions de la loi fondamentale. On l'écoute. Il s'agit là, sans nul doute, une manière très claire d'actionner une manivelle ou un poussoir détonateur de tout risque pour la paix en République démocratique du Congo, notre pays. La convocation du dialogue et la tenue de celui-ci ne doivent aucunement servir de prétexte pour inciter la population à la violence. Point n'est besoin de rappeler que pour l'heure, notre pays, la République démocratique du Congo, est gouverné par les institutions démocratiquement établies et ce, conformément à la Constitution. Je voudrais inviter tous ceux qui font ces déclarations incitant à la violence de ne pas se borner à l'alinéa premier de cet article, dont ils font d'ailleurs une lecture biaisée. Mais à lire, je voudrais les inviter à lire et à relire l'alinéa 2 de cette même disposition qui dispose, je cite, « Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État et qui est punie conformément à la loi. » Fin de citation. Il va de soi que lorsque les institutions en place sont celles constitutionnellement établies, l'appel à la résistance et au trouble ne peut pas se concevoir. La loi doit avertir avant de frapper, parce que nul n'est censé l'ignorer. Et au lendemain de la mise en garde du procureur général de la République, 33 organisations de promotion et de défense des droits de l'homme ont crié à la violation des libertés fondamentales reconnues au peuple congolais par la Constitution, ses articles 24, 25, 60 et 64, suivant ces récits des Déby Mwanda. Je voudrais inviter tous ceux qui font ces déclarations et se borner à l'alinéa premier de cet article, dont ils font d'ailleurs une lecture biaisée. Mais à lire, je voudrais les inviter à lire et à relire de cette même disposition. Ces propos du PJ continuent à alimenter les débats. À l'exemple ici de la coalition de 33 ONG de promotion et de défense des droits de l'homme qui estiment que ces décisions des autorités politico-judiciaires constituent un frein aux libertés fondamentales reconnues à chaque citoyen par la Constitution congolaise en ses articles 24, 25, 60 et 64. Elle estime que cette décision est non conforme aux traités internationaux que l'RDC a ratifiés en la matière. La coalition considère donc qu'il s'agit d'une tentative de restriction ou d'obstruction à l'exercice d'un droit fondamental prévu et puni par l'article 180 du Code pénal, livre 2. Dialogue politique, oui, mais que cela ne constitue pas un cadre pour une quelconque révision constitutionnelle, ont-ils fait savoir. Ce dernier propose le renvoi des élections municipales, locales et urbaines après 2016, de manière à réduire le budget de la CENI aux seules élections prévues pour 2016. En 2006, on n'a pas organisé les mêmes élections parce qu'il n'y avait pas suffisamment de temps et de moyens. Consensuellement, on a renvoyé, ça n'a pas fait stopper la marche du pays. En 2011, c'était la même démarche et nous pensons que c'est une bonne jurisprudence qui a aidé le pays à se stabiliser davantage sur le plan institutionnel. Cette coalition salue toutefois l'initiative de Ban Ki-moon d'offrir ses bons offices à la RDC en vue de garantir la stabilité au pays par l'organisation des élections démocratiques libres et transparentes.
Pour sa part, les sénateurs PPRD Shehu Kitundu dit appuyer totalement la mise en garde du procureur général de la République. D'après ce cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, recourir à cet article 64 de la Constitution en ce moment, c'est faire une interprétation erronée. Écoutons Shehu Kitundu dans cet extrait du magazine Dossier de la rédaction. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment responsable de faire référence dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui dans notre pays à l'article 64 de la Constitution? C'est là justement une interprétation, mais alors abusive, erronée et même infractionnelle de cette disposition constitutionnelle. C'est pour ça, moi j'appuie totalement le procureur général de la République. C'est lui qui garantit l'ordre public dans notre pays. Il était dans son droit de mettre les gens en garde sur la référence abusive y aurait-il de l'électricité dans l'air avant le dialogue? Qui a pris le pouvoir par la force dans notre pays ici? On veut violer la Constitution. Mais qui veut violer la Constitution? Sur quoi on se base pour nous dire qu'on a violé la Constitution? Est-ce que vous faites référence à cette interprétation des propos erronés? Monsieur Médard Moulangala, l'article 64 est-il mal interprété? Je crois que les propos de Maître Kapiamba dans sa déclaration m'ont convaincu. Et je pense que dans le moment actuel, il n'est pas bon qu'on alourdisse les climats par ceux qui apparaissent comme des menaces. Donc je crois que nous avons intérêt à rester calme et à se rassurer mutuellement, parce que si nous voulons aller à un dialogue, des conditions comme celle-là, dès le départ, vous voyez, créent la suspicion, créent des craintes et ne créent pas un climat favorable à une discussion. Donc pour ma part, je me retrouve totalement dans ce qu'ont dit les ONG. Et je pense qu'aujourd'hui, les menaces, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut plutôt se rassurer mutuellement pour aller chercher une solution à la crise de notre pays. Monsieur Médard Moulangala, je considère que c'était votre mot de conclusion. Je rappelle que vous êtes président de l'Union pour la majorité républicaine, un parti de l'opposition. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur Guillaume. On va poursuivre avec ce journal. Et puis, avant de nous quitter, pas d'école sans arbre, thème retenu en RDC pour la célébration le 5 décembre de la Journée nationale de l'arbre. Un thème, mais aussi un mot d'ordre lancé par le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Maker Mangou, a sensibilisé quelques élèves dans la commune de Ngiringiri sur l'importance de l'arbre. Christian Longo. Maker Mangou a voulu personnellement présider cette cérémonie. D'abord, à l'école primaire 1 et 2 Ngiringiri. Les ministres de l'Éducation nationale bravent la saleté, un geste salutaire pour la planète. Juste après, direction l'épée 3 et 4 pour les mêmes gestes. La présence du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté n'est pas un fait du hasard. Cette année, la Journée nationale de l'arbre est célébrée sous les thèmes « Pas d'école sans arbre », une manière pour les autorités d'initier les plus jeunes à la protection de l'environnement. C'est très bien de commencer par les enfants qui seront des adultes de demain. Si déjà ils ont des gestes d'éco-citoyenneté déjà dès le bas âge, ils vont grandir avec ça et je pense qu'ils vont protéger l'environnement. Une journée, il faut le noter, célébrée dans un contexte mondial marqué par les réchauffements planétaires. Et les autorités de la ville-province de Kinshasa prévoient de planter près de 50 000 arbres dans 500 grandes écoles de la ville. Confirmation du représentant d'André Kimbuta. Nous voulons que maintenant nous régénérons plus l'oxygène et on a compris que l'exemple doit partir d'en bas et c'est comme ça que le ministre est descendu dans le cadre de la journée nationale de l'arbre pour planter des arbres ici à P1 et P2, Ngiringiri. Il s'est de rappeler qu'un des grands défis de ce 21e siècle est la question du changement climatique, d'où la mobilisation du monde à Paris pour la COP21. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon début de semaine à tous.
avec les nouvelles gammes de forfaits Internet 3G+ d'Orange, la gamme EasyNet, la gamme Acronet et la gamme HappyNet, vous bénéficiez désormais de plus de 50% de volume, jusqu'à 30% de bonus à l'activation et d'une réduction des prix pour surfer plus vite et plus longtemps. Waouh, je kiffe. Je peux faire des téléchargements, je peux faire des recherches sur le net pour mes TP, je peux écouter de la musique et partager tout ceci avec les autres étudiants. Oh, c'est super! Les offres Internet d'Orange, c'est plus de volume à moindre coût. C'est l'Internet comme je l'ai. Avec la vitesse de 3G plus Orange, j'ai trop d'avance sur les voisins. Ah bon? Bah oui, WhatsApp, Facebook, YouTube. Pour activer, tapez étoile 101, étoile 3, dièse. N'oubliez pas, chez Orange, la qualité et le volume des forfaits sont réels. La solution. Nous utiliserons désormais une méthode de contraception. Pour une vie saine et prospère, espacez les naissances en utilisant une méthode de contraception moderne. Une histoire? D'accord. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une maman et son amour pour ses enfants. Loin là-bas, au-delà de la forêt du Mayombe, des chutes et des rivières de notre grand Congo, au village de Nzadi, où vit Mama Sanga. Ah, Mama Sanga. C'est en vendant tes chicoins